Vous savez tous que la Chine est en voie de devenir la première puissance économique du monde. Pour l'instant, ce sont encore les États-Unis, mais dans les décennies qui viennent, là, il ne faudra pas se faire trop d'illusions, plus que vraisemblablement, la Chine deviendra la première puissance économique. À cela, il faut toutefois ajouter un bémol, c'est que quand on dit première puissance économique du monde, quand on voit sa population par rapport au PIB, il faut évidemment faire le ratio, quoi. Donc, le revenu par tête d'habitant, là, est nettement inférieur à celui des Européens ou des États-Uniens, comme on dit maintenant, même s'il est en voie, effectivement, de le rattraper à long terme. Oui, la population, justement, c'est peut-être le moment d'en parler en introduction de la leçon que je vais vous donner. La Chine est en voie, là aussi, d'atteindre le 1,4 milliard d'habitants. Elle n'y est pas encore, mais elle est en voie d'atteindre ce chiffre. Le taux de fécondité en Chine est de 1,6. Donc ça veut dire qu'il est assez proche finalement de nos pays occidentaux suite à la politique de l'enfant unique qui a été menée depuis plusieurs décennies et sur laquelle l'État est en train de revenir parce que se pose le problème du vieillissement de la population. Et il faudra qu'un jour, quand même, on puisse payer les retraites de tous ceux qui vont y accéder dans l'avenir. Vous pouvez noter également que, comme chiffre important, il y a un peu plus de 800 millions de personnes actives. Il y a 42% de la population qui travaille dans le secteur primaire, 25% dans le secteur secondaire et le reste dans le secteur des services. Que dire encore en termes de chiffres? Oui, la croissance démographique est actuellement de 8% par an, ce qui reste un taux quand même relativement important. Et donc, vous voyez à quel rythme cette population croît, même si cette politique de l'enfant unique a fonctionné, même si elle n'a pas fonctionné complètement, parce qu'il y avait des exceptions qui étaient permises, et ça conduit à des disparités, si vous voulez, et à des inégalités en particulier entre la population masculine et la population féminine. Il y a eu des infanticides, des petites filles, et donc à l'heure actuelle, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes en Chine. Donc il y a un différentiel, ce qui pose aussi un problème. Donc il faut aussi résoudre en essayant évidemment de réduire cette politique de l'enfant unique. Voilà, c'était quelques chiffres généraux que je voulais vous donner, donc des chiffres de population. Maintenant, il s'agit d'aller au cœur du sujet et de comprendre quelle va être la thématique du sujet d'aujourd'hui. Politique et économie en Chine de 1978 ou 78 à 2015. Bien entendu, il ne va pas être question pour moi de vous décliner successivement la politique menée en Chine depuis un peu plus de 35 ans, et puis de vous exposer les grandes caractéristiques du développement économique du même pays pendant la même période. Il ne s'agit pas de cela.
vous aurez remarqué que le terme politique précède celui d'économie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon propos va s'articuler autour du rôle de l'État dans le développement économique. Donc c'est cela mon sujet. Vous avez remarqué également que, comme souvent dans mes cours, j'utilise la conjonction de coordination « et ». Donc il s'agira ici de voir les liens entre la politique et l'économie, parce qu'en Chine, la politique joue beaucoup dans l'organisation du pays et dans le développement économique, justement. Le plan de mon cours sera chronologique. Je suis historien, je ne suis pas politologue, je ne suis pas non plus économiste, et donc mon rôle est d'essayer de voir quelles sont les différentes étapes qui marquent l'évolution des rapports entre la politique et l'économie depuis un peu plus de 35 ans. Il s'agira donc plus précisément d'établir une périodisation. Je dirais que la périodisation, c'est l'essence même du métier de l'historien. Parce que faire de la critique, on en fait dans toutes les disciplines, tandis que périodiser, étudier les phénomènes dans leur durée, ça, c'est une caractéristique, je dirais, du travail de l'historien. Alors, quelles sont les périodes dont il va être question dans ce cours? Première période, celle qui va de 1978 à 1992, donc c'est une période de 14 ans. Ensuite, une période qui va de 1992 jusqu'en 2009. Donc c'est une période qui fait un peu plus de... Non, à 2008. Donc c'est une période qui dure 16 ans. Donc je répète, 92 à 2008. Puis vous avez une période de transition 2008-2009. Et puis vous avez une dernière période dans laquelle les Chinois se trouvent pour l'instant, qui commence en 2010. La fin, voilà. On est en cours, j'ai mis 2015 au tableau, non pas pour marquer la fin d'une période, mais parce que tout simplement c'est la date à laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Donc un historien n'est pas quelqu'un qui fait de la prospective, il peut donner quelques pistes à titre d'hypothèse, mais mon métier n'est pas celui de futurologue. Donc si, vous avez bien compris, si j'indique la date de 2015 au tableau ici, c'est parce que nous sommes en 2015 et il ne faut pas y voir une césure, donc il n'y a pas de rupture. Donc ce seront les historiens de l'avenir qui pourront dire jusqu'où s'étend cette période qui commence en 2010. Voilà. Première période, on commence donc à celle qui s'étend de 1978 et qui va jusqu'en 1992, même si vous verrez que cette période se clôt en fait 3 ans plus tôt et que j'aurais pu effectivement là aussi considérer, à juste titre d'ailleurs, qu'il y avait une période de transition comme pour la période 2008-2009. Voilà. Première période. Alors cette période, c'est celle qui est inaugurée par Deng Xiaoping. Donc, je l'écris au tableau peut-être. Deng Xiaoping. En chinois, le prénom se trouve après le nom de famille. Donc c'est Monsieur Deng. Et son prénom c'est Xiaoping. On prononce évidemment en chinois différemment. Alors, en fait, cette période succède à une période où l'économie
forçats marxistes-maoïstes qui s'étaient mis en place donc après la révolution communiste de 1949. C'est peut-être pas plus mal d'ailleurs que je vous fasse un petit résumé en 2 ou 3 minutes des régimes qui s'étaient succédés dans le courant du XXe siècle. De 221 avant Jésus-Christ jusqu'en 1911, donc pendant un peu plus de 2000 ans, vous avez un régime impérial. À partir de 1911 jusqu'en 1949, vous avez un régime de type nationaliste. À partir de 1989 jusqu'à nos jours, vous avez, donc de 1949 jusqu'à nos jours, vous avez un régime communiste, même si on va voir que ce régime communiste a connu des mutations très importantes. Retenez également qu'en 1953-1954, il y a une privatisation générale de tous les moyens de production, tant dans l'industrie que dans l'agriculture. Et donc, je reviens à ce que je disais il y a quelques instants, donc de 1953 jusqu'à 1978, vous avez un régime communiste pur et dur. Mao Tse-tung est mort 2 ans plus tôt. Le pays avait connu ce que l'on appelle la direction de ce que ses détracteurs vont appeler la bande des 4, à laquelle appartenait la veuve de Mao Tse-tung. Et alors, à partir de 1978, il y a une nouvelle équipe qui se met en place avec à sa direction Deng Xiaoping, qui avait été, comment dirais-je, relégué en 2e place, enfin je dis en 2e place, à l'arrière pendant la fin du règne de Mao Zedong. Je vais à partir d'ici essayer de distinguer chaque fois les objectifs, les moyens, les résultats et les conséquences politiques. Je commence donc par les objectifs de Deng pendant cette période-là, entre 1978 et 1992. L'objectif était essentiellement de rendre la Chine indépendante et surtout performante sur le plan technologique et sur le plan financier. Parce qu'elle était effectivement indépendante, sauf qu'elle vivait en vase clos. Donc, pour augmenter la production, il va falloir se tourner vers des secteurs où les Chinois n'étaient pas compétents. Vous savez que dans l'économie, il ne suffit pas de travailler plus pour gagner plus, comme l'ont dit certains lors d'une certaine campagne électorale, vous vous en souvenez en 2007, en France. Non, c'est plus complexe que ça, évidemment. Pour qu'un pays se développe économiquement, il faut aussi, parmi d'autres éléments, qu'il y ait de l'innovation dans la recherche pour que le pays puisse se développer. Et donc c'est la voie que le gouvernement de Deng va prendre. Alors, comment progresser sur le plan technologique et sur le plan financier? Et j'en arrive, après ces 2 objectifs, aux moyens utilisés. Les moyens utilisés sont les suivants. C'est qu'il va falloir essayer d'attirer des entreprises étrangères en Chine, tout en ne bouleversant pas le système économique planifié et dirigiste
de la Chine, pays communiste. La Chine reste un pays communiste. C'est ainsi que vont être créées des zones franches. Le mot franche, hein, vous savez ce que c'est qu'une région où il y a des franchises, ce sont des régions où il n'y a pas d'impôt pour les sociétés, pour les entreprises. Pensez bien qu'un entrepreneur, il ne cherche que cela, pouvoir s'installer quelque part et ne pas devoir payer d'impôts. Ces zones franches vont être ouvertes dans le sud-est de la Chine, sur la côte, qui est évidemment l'endroit le plus logique quand on veut faire venir des entreprises de l'étranger, et surtout donc dans le sud-est. Le sud-est, vous voyez, c'est la région qui est à proximité de Hong Kong. Voilà. Donc, plusieurs zones spéciales, comme on disait à l'époque, des zones spéciales, vont être ouvertes. Des entreprises étrangères vont pouvoir s'y établir. Et ces entreprises ou ces sociétés qui s'établissent ce qu'on appelle, dans le cadre d'un contrat avec l'État chinois, des joint ventures, c'est-à-dire des entreprises mixtes au niveau du capital. Ces entreprises étrangères vont produire en Chine avec de la main-d'œuvre bon marché, très bon marché, par rapport au salaire qui était versé en Occident à ce moment-là. En plus, elles ne doivent pas verser d'impôts. Une limite à cela, toutefois, c'est que tout ce qui est produit doit être réexporté vers l'étranger et ne peut pas, pendant cette période-là, être vendu sur le marché intérieur chinois. Les résultats maintenant, puisque je vous ai dit que j'essaie de suivre un plan logique. On a vu les objectifs, on a vu le moyen utilisé, hein, on va maintenant voir quels sont les résultats. Mais il y en a deux. Tout d'abord, en produisant sur place, les entreprises vont faire rentrer des devises, c'est-à-dire des monnaies étrangères, dans ces zones spéciales dont l'État chinois va bénéficier. Premier élément. À partir du moment où la Chine dispose de devises étrangères, donc de monnaie étrangère, elle va pouvoir acheter un certain nombre de produits qui jusqu'alors lui étaient pratiquement interdits, non pas sur le plan légal, mais dans les capacités d'achat. Parce que quand la Chine achète avec du dollar, à partir de ce moment-là, c'est une monnaie qui est crédible à l'extérieur, et donc elle peut s'acheter évidemment beaucoup plus facilement, comme si c'était des yuan, c'est-à-dire la monnaie chinoise. Voilà. Deuxième résultat, c'est que grâce à la production dans ces zones d'économie spéciale, en particulier dans le sud-est de la Chine, il va y avoir des transferts de technologie. C'était même, je vous ai dit, l'objectif qui était visé. Transfert de technologie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Chinois avaient passé un deal, ont passé un deal avec ces entreprises étrangères en disant « Ok, vous produisez chez nous à moindre coût, vous réexportez, vous exportez vers l'étranger ce que vous avez produit en Chine avec cette main-d'œuvre bon marché et avec les avantages fiscaux que j'ai déjà mentionnés, mais en échange, vous partagez votre technologie. » À partir du moment où ces technologies étrangères dont ne disposaient pas les Chinois jusqu'alors sont partagées, eh bien la Chine va pouvoir commencer à se développer dans ces secteurs-là. Quels sont ces secteurs-là? Il y a tout d'abord dans le domaine des transports. La Chine va pouvoir produire
des automobiles, mais des automobiles plus sophistiquées avec de l'électronique qu'elles ne possédaient pas auparavant. Bon, c'était la mécanique qui fonctionnait essentiellement. Oui, vous pouvez peut-être difficilement vous en rendre compte, mais moi, quand j'étais encore enfant ou adolescent, je veux dire, quand on travaillait dans un garage, on était essentiellement un mécanicien. Maintenant, de plus en plus, les voitures sont bourrées de technologie et d'électronique, ce qui veut dire que le mécanicien peut réparer un certain nombre de choses, mais si vous avez des problèmes d'électronique, il faut tout de suite l'envoyer à la marque, à l'usine qui l'a produit, parce que là, ce sont des électroniciens, ce ne sont plus des mécaniciens qui vont travailler sur la voiture. Entendu? Bon. Alors, automobile, les avions également. Bon, là, je ne dis pas, ce qu'il y a comme technologie électronique dans un avion, c'est autre chose que dans une voiture. Troisièmement, les trains à grande vitesse, bien sûr. Bon, en Chine, vous aviez les trains traditionnels, à partir du moment où vous avez l'électronique, vous allez pouvoir construire des trains qui roulent très vite et même avec des technologies de plus en plus sophistiquées. Ça va? À côté de ça, vous avez également, la Chine va pouvoir développer un programme de centrale nucléaire. Elle va pouvoir également fabriquer des panneaux solaires. Et enfin, elle va pouvoir également fabriquer des télévisions couleurs. Ça vous paraît d'une banalité extrême, mais ce n'était pas le cas en Chine jusqu'alors. Bon, ça, c'est donc les résultats. Vous avez imaginé que tout ça va entraîner un séisme, un bouleversement dans le monde politique de ces communistes qui avaient été formés à l'école de Mao, du marxisme pur et dur, orthodoxe. Il va y avoir donc, à partir de 1989, des fortes tensions au sein de l'unique parti politique autorisé en Chine, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, c'est-à-dire le PCC, le Parti communiste chinois. Il va y avoir donc des tensions, des débats entre d'une part les marxistes dogmatiques et d'autre part ceux qui sont plus pragmatiques et que l'on pourrait appeler les libéraux. Alors ici, il ne s'agit pas pour moi de dire qu'il y a des bons et des méchants. Je suis historien, je ne suis pas ici pour prôner l'économie capitaliste, je ne suis pas ici non plus pour condamner un régime économique qui existait jusqu'alors. Je dis simplement, voilà comment ça a fonctionné. 1989, faut-il vous rappeler, il y a eu ce qu'on appelle le printemps de Pékin, au mois de juin, qui a laissé des images qui sont peut-être dans vos mémoires, que vous avez peut-être vues dans des documentaires, malgré votre âge, parce que 89, je crois que vous n'étiez pas encore né, personne n'est encore né ici. Mais enfin, pour moi, c'est des images très nettes quand on voit ce fameux manifestant qui est sur la place Tiananmen, donc à Pékin, qui est devant un blindé, un tank, et qui refuse de bouger, et on voit le tank qui essaye de se frayer un passage. Les images s'arrêtent là. Vous imaginez que le manifestant, je ne dis pas qu'il a été écrasé, mais il a certainement été arrêté, mis en prison, si pas fusillé. Il y a eu plusieurs milliers donc, de manifestants qui ont été enfermés, faits prisonniers et travaillés dans des camps à partir de ce moment-là. Donc c'est une révolution avortée. Donc, après 2 ou 3 ans, je dirais, de débats assez sanglants, je dirais sur le plan politique et idéologique, un compromis aboutit en 1992. Nous passons maintenant à la deuxième phase dans mon plan chronologique, donc des relations entre l'État et l'économie. Cette période, je vous l'ai dit tout à l'heure, commence en 92 et se termine en
tout à l'heure. Donc on va réfléchir un petit peu, voir quels ont été les objectifs pendant cette période-là, quels ont été les moyens et quels ont été les résultats. Alors je commence tout d'abord par les objectifs. Les objectifs, c'était, puisqu'il s'agit bien d'un compromis, bien d'accord, hein, entre les traditionnels, je dirais, et d'autre part les rénovateurs. Comprends. Eh bien, tout d'abord, pour satisfaire les, comment dirais-je, ceux qui voulaient garder la ligne traditionnelle, il va être décidé que l'État va contrôler de très près la politique économique. Et que par conséquent, si l'on veut privatiser certains secteurs, ce qui va être le cas, il va falloir que le Parti communiste chinois donne systématiquement son aval, et c'est ce qui explique ce paradoxe qui paraît incroyable, c'est que des entrepreneurs privés vont prendre, c'est-à-dire qui ont une mentalité de type capitaliste, hein, vont prendre leur carte au Parti communiste chinois, non pas du tout parce qu'ils adhèrent à la doxa, c'est-à-dire au dogme marxiste, mais parce que, je dirais, vous savez, ça existe chez nous, hein, dans les partis socialistes aussi, vous savez, il ne faut pas vous faire un petit dessin, parce que le fait d'avoir une carte au parti, même si vous êtes un capitaliste, vous permet d'avoir accès à des prêts bancaires, puisqu'il faut l'accord de l'État pour ces prêts bancaires, et d'avoir un accès plus facile également en matière première. Donc vous pensez bien que c'est le comble quelque part. On prend sa carte au parti, non pas parce qu'on est communiste, mais pour avoir l'accord de l'État, si on veut avoir des prêts bancaires pour faire du bénéfice, hein, et pour avoir un accès plus facile en matière première. Je ne vais pas vous faire un petit schéma, hein, ou un petit dessin, vous savez que ça existe dans nos régions aussi, non pas avec les partis communistes, hein, mais avec les partis socialistes ou sociaux-démocrates. Quand ils sont au pouvoir, on a intérêt parfois à avoir aussi sa carte, d'avoir des copains parmi les ministres pour pouvoir négocier certains contrats. Voilà. Alors ça, c'est donc je dirais, le pendant satisfaction pour les marxistes traditionnels qui sont au pouvoir politique, je dis bien. À côté de ça, et d'ailleurs ça se mêle aux moyens, hein, c'est qu'on va donner satisfaction évidemment aux libéraux sur un certain nombre de points. La première chose, c'est que la planification de l'économie qui avait fonctionné jusqu'en 1992, eh bien cette planification est supprimée. Ça veut dire que dorénavant, il n'y aura plus de plan fixé par le ministère de l'économie chinoise qui imposera un certain nombre d'objectifs avec des normes bien claires, comme ça avait fonctionné jusqu'alors. Vous savez que la planification, elle a été inventée, si je puis dire, à l'époque de Staline, hein, puisque c'est à partir de ce moment-là qu'il va y avoir les fameux plans quinquennaux, à partir de 1928. Donc des plans tous les 5 ans qui fixent des objectifs pour l'industrie, pour l'agriculture, mais c'est l'État qui décide. Maintenant, on est dans un système mixte où il y a privatisation partielle, et donc dans ce cas-ci, maintenant, il n'y a plus des objectifs qui sont fixés à l'avance par l'État. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est qu'en 2001, la Chine, qui a donné un certain nombre de gages à la communauté internationale sur le plan économique, en 2001, la Chine rentre dans l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. À partir du moment où elle rentre dans l'OMC, donc dans l'Organisation mondiale du commerce, ça veut dire qu'elle accepte explicitement de suivre un certain nombre de règles qui sont celles du libre-échange, de la libre concurrence. Elle va se plier à cela, et donc vous voyez que sur ce point-là, ce
l'autre camp, je dirais, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui l'emporte. Donc, c'est ce qu'on appelle le libéralisme, voire le néolibéralisme à l'heure actuelle. Alors, il y a un troisième élément qui intervient dans les moyens. Donc, vous avez retenu fin de la planification, entrée à l'OMC, et puis le dernier élément, c'est l'insistance sur la formation. Et sur la formation essentiellement d'ingénieurs et de techniciens. Très très important. Les résultats de tout ceci, pour cette deuxième période, c'est qu'il y a un certain nombre de secteurs qui vont se développer. Le secteur du pétrole. 1. 2. Avec aussi la production de charbon, faut-il le préciser. À côté de ça, vous avez la sidérurgie et l'industrie légère. Et enfin, dernier élément, tout ce qui touche à l'électronique et aux télécommunications. Et là, vous vous souvenez peut-être qu'il y a quelques années, il y a eu un certain nombre de suicides dans une entreprise chinoise qui s'appelle Transcon. Et c'est tout à fait invraisemblable ce qui s'est passé, mais il y avait tellement de suicides parce que la productivité que l'on demandait aux techniciens était telle que les gens ne pouvaient plus suivre et que l'entreprise a fixé au premier étage de ces bâtiments des filets pour éviter que les gens qui suicident ne s'écrasent pas par terre. C'est fou. On en est arrivé là. Donc vous imaginez. Voilà. Alors, je poursuis. Donc vous avez retenu quels sont les résultats auxquels on a abouti pendant cette deuxième phase, je dirais, qui suit les réformes de Deng Xiaoping. On arrive tout doucement maintenant à cette phase de transition qui termine cette deuxième période. Cette phase de transition, je vous ai dit, elle commence, elle ne dure de toute façon que 2 ans, 2008-2009. Elle suit en fait l'essoufflement perceptible dans l'économie chinoise depuis 2003-2004. Donc si vous voulez, toutes ces réformes qui ont été faites se sont faites par bonds successifs, mais avec des phases de ralentissement. Il y a un deuxième élément qui est évidemment très important dans ce ralentissement de la production qui va se produire en 2008, c'est la crise financière internationale. Dès lors que la Chine était entrée dans le système capitaliste mondial, il était inévitable qu'elle subisse les conséquences de ce qui s'est passé donc à Wall Street et donc de toutes ces cracks qui se sont produits et qui ont eu des répercussions partout dans le monde, puisqu'à cette crise financière de septembre-octobre 2008 va succéder une crise économique, et à cette crise économique va succéder finalement une crise sociale. Une crise sociale, c'est-à-dire un chômage de masse qui va s'installer de manière durable. Il existait déjà avant, vous savez, le chômage de masse en Occident s'est installé, peut-on dire, à partir des années 70. En Belgique, c'est à partir des années 73, 74. On a expliqué ça souvent par les chocs pétroliers, mais en fait, c'est parce que la structure industrielle en Belgique de la Wallonie était vieillie et ne s'était pas adaptée, je
phénomène extérieur comme le doublement du prix du baril de pétrole brut en 73 et en 79, il y a des causes structurelles, et pas seulement des causes conjoncturelles. Voilà. Et donc, en 2008, on reconsidère les choses. Donc l'État, à nouveau, puisque c'est le thème que j'ai décidé de traiter aujourd'hui, l'État repense les choses, et on dit mais qu'est-ce qu'on va faire? Alors il est décidé, dans un premier temps, on va sortir de cette crise en 2010, on va décider que le secteur d'État doit être renforcé et que l'on ne va pas soutenir plus que cela les entreprises privées. Autrement dit, celles qui ne tiennent pas, dans le système capitaliste, elles sont destinées à disparaître. On sort de cette crise en 2010, et à partir de ce moment-là, on voit qu'effectivement, le secteur public sort renforcé, et que ce sont des grosses entreprises qui tiennent dans le secteur public, tandis que dans le secteur privé, on n'accepte pas, ou en tout cas l'État ne soutient pas la création de grosses entreprises. Donc les grosses entreprises privées sont plus petites que les grosses entreprises publiques. Donc les privées sont plus petites que les grandes entreprises publiques. Il y en a. Il y a même des multinationales qui se créent. Mais l'État reste le premier acteur économique par ces grosses entreprises publiques. Vous savez, entre autres, que la Chine, depuis maintenant quelques années, une dizaine d'années, s'est implantée sur le territoire africain et a remplacé, je dirais, un certain nombre d'entreprises occidentales, même si celles-ci sont toujours importantes, ce qui explique d'ailleurs les interventions successives de la France en Afrique. En particulier au Mali, mais enfin bon, vous savez que François Hollande, quand il est devenu président de la République en 2012, avait dit « la France-Afrique, c'est terminé ». C'est-à-dire que, dorénavant, la France ne va plus agir comme une puissance néocoloniale et que les Africains devront décider eux-mêmes et que la France n'allait plus intervenir militairement. On sait bien que ça, ce sont des promesses électorales. À partir du moment où il est arrivé au pouvoir, il savait très bien qu'il y avait un certain nombre de grosses entreprises françaises, en particulier dans l'extraction de l'uranium, toute une série de la bauxite, etc., et que donc l'État français intervient. Derrière tout ça, on dit qu'on se bat pour la démocratie et contre le terrorisme. Mais ce qui dérange surtout les Français, c'est pas tellement qu'il y ait du terrorisme là-bas, c'est que le terrorisme menace l'économie, les industries françaises d'extraction là-bas. Donc la France a intérêt à avoir des pays qui soient calmes sur le plan social et sur le plan militaire. Voilà, on sait bien que aucun État n'a jamais intervenu pour établir la démocratie. Je crois que s'il y a encore des gens qui croient que les États-Unis sont intervenus pour établir la démocratie en Afghanistan, en Irak, etc., malheureux, il faudrait leur donner quelques cours d'histoire ou d'économie. Ça me paraît assez évident. Voilà. Même en Syrie, à l'heure actuelle. Vous ne pouvez quand même pas croire que c'est seulement parce que il y a eu des attentats à Paris que la France intervient massivement avec ses avions. Et si la Russie intervient aussi massivement, je pense bien que ce n'est pas seulement pour des raisons politiques. La Russie a un port important sur la côte méditerranéenne en Syrie. Et voilà, c'est l'unique port qu'elle possède. Donc il y a des raisons géostratégiques derrière tout ça. Ça va de soi. Alors, donc, j'ai
j'étais en train de vous dire qu'on passe à la troisième phase. J'étais en train de vous expliquer aussi que, je ne sais plus où j'en étais maintenant, attendez, donc j'étais en train de vous expliquer, oui, la crise de 2008, et puis donc on passait à cette troisième phase, si mes souvenirs sont bons. Alors, cette troisième phase, cette dernière phase va être accélérée par l'accession à la présidence de la Chine du président actuel, qui est Xi Jinping. Oui, le I, ça se prononce pratiquement Xi, hein. Donc ça va? Xi Jinping. Donc son nom, c'est de nouveau, c'est M. Xi, hein, c'est pas M. Jinping, c'est son prénom. Ça va? Alors vous pensez bien qu'on comprend pourquoi il soit reçu pratiquement comme un empereur, et c'en est un d'ailleurs à la COP 21 à Paris, quand on voyait François Hollande, Manuel Valls qui faisait courbette devant le président de la Chine. Vous voyez le poids qu'il représente sur le plan économique, qu'il représentera un jour sur le plan militaire aussi, et donc ça s'explique tout ça, bien entendu, il faut de la marche. Donc, quelles sont les caractéristiques? Voilà, c'était là que j'étais arrivé tout à l'heure. Caractéristiques. Donc, je vous ai dit, le poids du secteur public reste très important. La privatisation n'est pas du tout remise en question. Simplement, ce sont des entités plus petites qui prospèrent et qui prospèrent sérieusement. Alors, quelles sont maintenant les réformes que les rénovateurs appellent de leur vœu? C'est tout d'abord dans le domaine financier et ensuite dans le domaine écologique. Alors, dans le domaine financier, tout d'abord. Dans le domaine financier, il s'agit, ou en tout cas, il souhaiterait que l'on réduise, voire que l'on supprime, que l'on nettoie complètement les dettes très importantes qui ont été contractées par les gouvernements provinciaux. N'oubliez pas que des provinces en Chine, ça correspond à des pays aussi grands que la France. Parce que cela permettrait à ces gouvernements provinciaux de pouvoir rénover complètement les infrastructures qui sont, dans certaines régions, vieillies. Parce qu'on a trop souvent, par la presse occidentale et dans les documentaires, une vision de la Chine qui est celle de Shanghai, de Hong Kong, de toute une série de ces villes nouvelles qui sont nées donc dans l'Est et sur la côte chinoise, mais il ne faut pas oublier quand même qu'il y a l'arrière-pays. Donc il y a deux Chines pour l'instant. Il y a la Chine qui est tournée vers une économie capitaliste qui va s'imposer plus que vraisemblablement, mais à côté de ça, vous avez encore des campagnes très arriérées en Chine. Donc il ne faudrait pas être, comment dirais-je, avoir une vision de la Chine qui soit limitée à ce que l'on présente dans les médias et dans les documentaires. Ensuite, à côté de la suppression de ces dettes, il y a encore d'autres éléments. Il y a également la volonté de pouvoir acheter et vendre, comme sur un marché occidental, les terres agricoles, alors que ceci avait été fortement bloqué pendant de très nombreuses années. N'oubliez pas que Mao Tse-tung, lorsqu'il fait sa révolution, qui a duré de nombreuses années, entre les années 1930 et 1949, il y a eu ce qu'on appelle la longue marche, et Mao Tse-tung a, comment dirais-je, atteint le pouvoir après plus de 15 ans de combat. Et donc, en 1949, lorsque Mao Tse-tung donc,
arrive au pouvoir avec les communistes, il a dans son programme effectivement faire de la Chine un pays, en faire un pays industriel dans un pays de paysans. La Chine, jusque dans la deuxième moitié du XXe siècle, est un pays agricole. À l'heure actuelle, 40% de la population est encore composée de paysans. Donc c'est une part très très importante de la population active. Alors, il y a encore une réforme qui voudrait être faite aux yeux des rénovateurs, c'est la libéralisation complète des taux d'intérêt. Les taux d'intérêt qui sont fixés par l'État et qui empêchent aux yeux des capitalistes de faire fonctionner le mécanisme du marché. Donc vous avez retenu les trois réformes qui sont demandées. Donc la première, suppression donc des dettes des pouvoirs provinciaux pour pouvoir financer les infrastructures. Deuxième réforme souhaitée, c'est celle de la libéralisation des taux d'intérêt, que ceux-ci ne soient plus fixés par l'État, pour que puisse jouer la libre concurrence à ce niveau-là. Et troisième élément, c'était donc la libéralisation également complète du marché des terres agricoles. Voilà. Maintenant, les résultats de tout cela. Ah non, j'ai encore une chose à vous dire. Je vous avais dit que les réformes devaient se faire à la fois dans le domaine financier, mais aussi dans le domaine de l'environnement. Très très important, d'autant plus que c'est d'actualité. La Chine, qui a besoin de rattraper son retard en utilisant des matières premières d'origine fossile, comme le pétrole et comme le charbon, qui représentent encore à l'heure actuelle 60% de l'énergie consommée en Chine, 60%, entre autres pour produire l'électricité. Le charbon, ça sert à produire l'électricité, il ne faut pas l'oublier. Il n'y a pas que les grands barrages hydroélectriques, etc. Ou les éoliennes, enfin, elles ne sont pas développées au même rythme, et toute proportion gardée, que dans nos pays d'Europe occidentale. Il y a l'énergie nucléaire aussi, bien sûr, mais enfin, c'est une énergie qui est menaçante, comme vous le savez aussi. Eh bien, donc, la Chine s'est rendue compte que si elle voulait rattraper le retard, il fallait continuer effectivement à utiliser des énergies d'origine fossile très polluantes, mais qu'en même temps, à terme, ça entravait très gravement son développement économique et que ça nuisait surtout à la santé des gens. Vous avez certainement déjà vu des reportages à la télévision où on voit des Chinois dans certaines villes qui sont sous une sorte de smog comme à Londres, où on ne voit pratiquement pas au-delà de 20 ou 30 mètres, et où la population se promène avec donc des masques pour pouvoir circuler. Donc vous imaginez comme toutes ces matières sont polluantes, en particulier avec les particules fines également. Voilà. Donc, sur le plan écologique, une date à retenir, c'est celle du 12 décembre 2015, de cet accord qui a été signé samedi dernier, il y a quelques jours, par les 150 pays sur les 190 que comprend la planète. Mais ce qui est très très important, c'est surtout que pour la première fois, les États-Unis adhèrent aux décisions qui ont été prises. Les États-Unis et la Chine n'avaient jamais adhéré jusque-là. Il y avait eu de nombreux accords, réunions, puisqu'on dit la COP 21, c'est bien qu'il y en ait eu 20 avant,
conférence mondiale sur le climat, il y avait eu de nombreuses conférences antérieurement, et puis je remonte par exemple à Rio, Kyoto et d'autres réunions, mais les États-Unis et la Chine n'y avaient pas adhéré. Pour la première fois, donc, ces deux plus grands pollueurs de la planète adhèrent à l'idée qu'en aucun cas il ne faudra, d'ici la fin du siècle, dépasser 2 degrés pour la température et qu'on fera tout son possible pour ne pas dépasser 1,5 degré. Vous imaginez quelle révolution! Maintenant, il faut voir si toutes ces intentions, ces bonnes intentions vont se traduire dans les actes. Parce que vous pensez bien qu'il y a des lobbies derrière tout cela, et qu'il y a des gens qui raisonnent pour leur profit immédiat, et ne raisonnent pas sur l'avenir de la planète à long terme. Donc la Chine a entamé depuis quelques années sa transition écologique. C'est le cas chez nous aussi, c'est le cas en France. Il y a même une ministre spécialisée en la matière, c'est Ségolène Royal, elle est ministre de la transition écologique en France. Et donc voilà, la Chine est entrée dedans. Obama, espérons qu'il n'y ait pas une opposition du Sénat qui est à majorité républicaine et que tout ça va pouvoir suivre maintenant. Mais donc, vous avez retenu que donc, il y avait 2 types de réformes qui devaient être faites aux yeux des rénovateurs, en matière financière d'une part, et d'autre part en matière écologique. Donc, pour orienter la Chine vers un nouveau type d'économie à terme. Entendons bien, ça ne va pas se faire tout de suite. Donc, la production de pétrole, de charbon, etc. est encore prévue à très large échelle jusqu'en 2030. Là, on ne peut pas arrêter du jour au lendemain ce genre de production. Mais enfin, il y a au moins un espoir qui n'existait pas avant. J'en arrive maintenant à ma conclusion. Conclusion qui sera quand même assez longue. Pourquoi? Parce que sur un sujet comme celui-là, je ne peux pas emballer les choses très, très rapidement. Ce n'est pas possible. Alors, dans cette conclusion, j'aborderai 3 aspects. Les aspects politiques, les aspects sociaux, et enfin, j'essaierai de mettre en perspective tout mon propos dans l'histoire générale, dans l'histoire mondiale. Premier point, donc, les aspects politiques. Sur le plan politique, il reste une ambiguïté majeure. C'est que autant le gouvernement chinois cherche à faire entrer la Chine dans l'économie de marché, l'économie de marché d'ailleurs c'est un mauvais mot pour moi, pour mieux dire l'économie capitaliste, vous savez, parce que l'économie de marché, je vous ai déjà expliqué dans mes cours que c'est un euphémisme qu'on utilise à l'heure actuelle, parce que l'économie de marché, ben, elle existe depuis déjà des siècles, voire des millénaires. Hein. Il y a marché à partir du moment où il y a un lieu, où il y a échange de biens entre 2 opérateurs, 2 agents économiques. C'est ça l'économie de marché. Dès que vous échangez, ben, voilà, il y a économie de marché. D'accord. Dès que vous ne vivez plus en autarcie. Il y a eu des époques où, effectivement, l'autarcie n'était pas généralisée, mais en tout cas concernait une très grande partie de la population. Enfin, même pour le Moyen-Âge chez nous, même pour le haut Moyen-Âge, qu'on dit comme une période d'autarcie, ben, on voit qu'il y a quand même des échanges déjà à ce moment-là, qu'il ne faut pas attendre la Renaissance des villes au XIe siècle. Donc la notion d'économie de marché, pour moi, il faut l'utiliser dans un cadre très précis. Donc ici, il s'agit bien d'économie capitaliste, pas d'économie de marché. Donc d'une part, le gouvernement chinois essaye de favoriser l'entrée de la Chine donc, dans l'économie capitaliste, mais en même temps, il y a de vieux réflexes, et ce n'est pas du tout pour les critiquer, des réflexes anciens où l'État freine par toute une série de lois, ou surtout en intervenant directement sur les marchés boursiers lorsque les intérêts de la Chine sont menacés ou ne doivent pas progresser dans le sens voulu par le gouvernement. Ça, c'est le premier élément qui concerne les aspects politiques. J'en arrive aux aspects sociaux, parce que
serait quand même dommage de faire un cours sur les liens entre la politique et l'économie et de ne pas faire intervenir du tout les conséquences sociales de cette organisation qui s'est mise en place depuis maintenant un peu plus de 35 ans, depuis 1978. Alors, les conséquences sociales, c'est qu'en entrant dans le système capitaliste, les Chinois ont évidemment perdu les avantages du système étatiste qui précédait. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, bien entendu. Et c'est ainsi que le système des régimes sociaux a disparu. Dans le système communiste, qui existait jusqu'en 1978 et qui a perduré sous une forme mixte par la suite, c'était l'unité de travail où vous bossiez qui vous assurait d'une part l'éducation de vos enfants, ensuite qui vous assurait des droits sociaux, par exemple le remboursement des frais de santé, ou par exemple également une retraite fixe, tandis qu'à l'heure actuelle, les choses ne se passent plus du tout de la même manière. Quand on a un emploi, c'est un emploi contractuel, et c'est évidemment en fonction des cotisations que vous versez que vous aurez ou non une retraite qui vous permettra de vivre pendant vos vieux jours. Ce qui est important de noter aussi, c'est que, puisque toute la période dont je vous ai parlé, ou plutôt la première période, celle de 78 à 92, est une période de transition post-maoïste, ben, on est toujours en fait dans une période de transition, parce qu'il n'y a toujours qu'un seul parti politique à l'heure actuelle, c'est le Parti communiste chinois, qui soutient le capitalisme, un système un peu particulier d'ailleurs, qui a dû rendre certains schizophrènes. Ça, c'est pas évident du tout. Mais figurez-vous quand même que le capitalisme a toujours soutenu les dictatures, quelles qu'elles soient, parce que le capitalisme a besoin d'avoir un cadre réglementaire et un État puissant dans un premier temps pour pouvoir, comment dirais-je, commercer librement et surtout éviter des mouvements sociaux. Quand vous avez une dictature, qu'elle soit d'extrême droite, voire communiste, eh bien, le système capitaliste peut y trouver, dans la mesure où évidemment le gouvernement est pro-capitaliste, mais quand vous pensez à la deuxième moitié du XXe siècle, les États-Unis soutenaient tous les régimes dictatoriaux d'Amérique latine, les régimes dictatoriaux également d'Afrique ou d'Asie, parce que ça permettait aux entreprises américaines de pouvoir s'implanter, de disposer de main-d'œuvre bon marché, puisque les salaires étaient fixés par le gouvernement et que tout cela se faisait dans l'intérêt, évidemment, des puissants. Pensez que les États-Unis sont quand même à l'origine de la révolution au Chili en 1973, contre Salvador Allende, et qui a mis au pouvoir donc la dictature de Pinochet, dictature militaire qui a mis en place le système le plus libéral, un système ultra-libéral, puisque le Chili a été le laboratoire des thèses de l'école ultra-libérale de Chicago, les thèses donc, dans un certain nombre en fait d'économistes et qui ont effectivement à terme permis au Chili d'être un pays performant, parce que à l'heure actuelle le Chili est un pays performant sur le plan économique, mais la question est de savoir si sur le plan social les choses ont suivi. Donc il y a eu plusieurs générations sacrifiées dans cette affaire, au moins 2 générations sacrifiées. Les droits de l'homme, on n'en parle plus pendant ces périodes-là. Alors que les dictatures soient d'extrême gauche ou d'extrême droite, eh bien, je veux dire, dans les 2 cas, ceux qui veulent
s'enrichir, faire du profit, peuvent y trouver paradoxalement un terrain qui leur soit favorable. Ça ne paraît pas paradoxal, mais c'est comme ça. Donc, à l'heure actuelle, puisque cette transition dure depuis 35 ans, il y a en Chine des générations qui possèdent des régimes sociaux différents. Ben oui, ceux qui ont travaillé toute leur vie dans le régime communiste, ils ont leur pension assurée. Ceux qui ont commencé à travailler pendant le régime communiste et qui ont connu entre-temps le virage capitaliste, le virage de la privatisation, ont deux régimes de pension, celui du système étatique, puisque toutes les entreprises appartenaient à l'État, et une autre partie de leur pension suivant le système privé. Et puis alors pour tous les jeunes, ils sont complètement dans le système privé. Donc vous imaginez, il y a des régimes sociaux différents en fonction des générations auxquelles vous appartenez. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, sur le plan social, c'est que les inégalités sont réapparues en Chine, donc depuis quelques années, voire un petit temps déjà. Puisqu'il y a partiellement libéralisation du marché des terres agricoles, il y a des paysans qui s'enrichissent et d'autres qui s'appauvrissent. C'est une des règles, je dirais, de l'économie capitaliste, la concentration du capital. Et c'est ce qui explique que les inégalités sociales qui avaient été éliminées dans les campagnes, alors vous allez me dire, oui, les paysans étaient tous égaux, sauf qu'ils étaient tous pauvres. C'est possible. Mais il faut voir les choses également sur le plan moral en termes de justice et d'injustice. Vous savez, les gens ne se battent pas toujours pour avoir plus d'argent, ils se battent, quand il y a des révolutions, pour qu'il n'y ait pas d'inégalité entre les gens. Donc ce n'est pas toujours un objectif d'une augmentation de salaire ou de revenus qui intervient. C'est qu'en fait, il n'y ait pas certains qui exploitent d'autres. À partir du moment où vous avez des paysans qui sont plus riches que d'autres, ben, ils vont progressivement utiliser d'autres paysans comme salariés. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a tout un mécanisme qui se met en place. Enfin, troisième et dernier élément, je dirais qu'il est d'ordre plutôt géographique, c'est les migrations internes très très importantes en Chine. Alors, nous, quand on parle de migrants, vous voyez ce que je veux dire? Il y a effectivement la guerre en Syrie, et alors on voit arriver des milliers de migrants. En Chine, alors là, ce n'est pas des milliers, c'est des millions de Chinois qui se sont déplacés, qui se déplacent sur le territoire chinois pour trouver du travail. Ils se déplacent pour aller dans les régions où la croissance économique est la plus forte. Inévitablement, les campagnes restent arriérées et vous avez des régions où les villes poussent comme des champignons. Hein, on est un petit peu comme il y a un siècle, je dirais, ou il y a un peu plus d'un siècle aux États-Unis, il y avait des villes qui poussaient comme ça, des gratte-ciel, un petit peu partout. Donc, vous avez eu pendant des années une croissance à deux chiffres, c'est-à-dire de plus de 10%. Maintenant, la Chine a dû revoir ses objectifs à la baisse, puisqu'on est passé à 8 et 7%, et qu'il faudrait, dans le contexte mondial actuel, et parce que la Chine est rentrée dans le concert des nations proto-capitalistes, il faut prévoir donc des taux de croissance qui iraient, disent les économistes, à 5%, ce qui reste quand même très élevé par rapport à ce qui se passe chez nous. Parce que chez nous, quand on dit, voilà, on va essayer d'avoir 1% ou 1,5% et qu'on ne s'y tient pas, vous voyez dans quelle situation nous nous trouvons, en tout cas en Europe occidentale. Je ne parle pas des États-Unis, je parle en Europe occidentale. Voilà. Dernier point que je voulais évoquer dans ma conclusion, après
les aspects politiques et après les conséquences sociales, que je viens d'expliquer maintenant, c'est en fait l'élément qui est peut-être le plus intéressant, le plus important, c'est la place de la Chine dans l'histoire économique du monde. Est-ce que les réformes qui ont lieu depuis une trentaine d'années sont irréversibles? Pour presque à 100%, les gens diront oui. Or, moi, en tant qu'historien, je ne peux pas dire oui. Il n'y a aucune certitude à cela. Qui vous dit qu'on ne retourne pas en arrière? La situation n'est évidemment pas la même de celle de la Russie, de l'URSS dans les années 1920, mais après la révolution d'octobre de 1917, la Russie s'est enfoncée, c'était l'époque de la guerre civile aussi, et puis on sortait de la Première Guerre mondiale, s'est enfoncée dans la pauvreté et la misère, au point que, dès 1921, Lénine, qui va mourir quelques années plus tard, a dû mettre au point un système qui s'appelait la NEP, la nouvelle politique économique, qui était destinée à faire entrer du capital, parce que pour lui, il n'était pas possible de créer un pays communiste à partir d'un désert. Un pays communiste ne pouvait pas se construire à partir de la pauvreté, ce n'était pas possible. D'ailleurs, Marx avait prévu que le communisme allait naître. Donc Lénine avait donc considéré qu'il fallait mettre au point un système qui permette d'accumuler un capital pour pouvoir relancer l'économie soviétique. C'est ainsi que Lénine avait permis, à cette période donc, de la nouvelle politique économique, de la NEP, que les entreprises privées de jusqu'à 30 ouvriers ou employés pouvaient exister, l'objectif étant de stimuler justement les petits entrepreneurs, tandis que au-delà des 30 ouvriers ou employés, il n'y avait que des entreprises d'État. Ce système a fonctionné pendant quelques années. Il a créé une nouvelle classe, celle des NEPmen, c'est-à-dire des hommes de la NEP, c'est-à-dire une petite bourgeoisie qui s'est reconstituée, mais très vite, en 1928, lorsque Staline accède au pouvoir et qu'il est le seul maître, parce qu'il était déjà au pouvoir depuis quelques années, mais quand il est le seul maître, après l'élimination de la gauche du Parti communiste bolchevique et de la droite du Parti communiste bolchevique, donc après l'élimination des gens comme Kamenev, Zinoviev, Trotsky et Boukharine, Staline donc supprime, on en finit avec la NEP, et il va s'attaquer également aux koulaks. Les koulaks, ce sont donc ces paysans indépendants qu'il va décimer et va mettre en place son premier plan quinquennal qui donne la priorité donc à l'industrie lourde, tout en mettant en place un système nouveau pour réorganiser l'économie agricole avec les sovkhozes et les kolkhozes. Mais avec tout cela, je m'éloigne un petit peu de mon sujet. C'est simplement pour vous dire que des périodes de transition comme ça ne sont pas pour autant irréversibles. C'est ça que je voulais mettre en évidence. Donc, l'histoire ne se répète pas. Il est évident que ce à quoi nous assistons depuis 35 ans n'est pas du tout l'équivalent de la NEP. Ce n'est pas l'équivalent d'une nouvelle politique économique. La situation n'est pas du tout la même que celle de la Russie au lendemain de la Première Guerre mondiale. Il n'y a aucun rapport. À la limite, on aurait pu dire que la situation de la Chine au lendemain de la révolution communiste en 1949 pouvait y ressembler un petit peu.
Là oui, mais ici la situation n'est pas du tout la même. Ensuite, deuxième remarque sur le plan historique, donc après cette idée que la notion d'irréversibilité est sujette à caution, on ne sait pas comment les choses vont évoluer, y compris dans nos pays, hein, bien entendu. Le deuxième élément que je voudrais mettre en évidence, c'est que la Chine, au fond, connaît une révolution économique, industrielle, en un laps de temps beaucoup plus court pour un pays beaucoup plus grand que la révolution industrielle que nous avons connue en Occident. Cette révolution industrielle, en fait, superpose la première, la deuxième et la troisième révolution industrielle. Donc il y a une sorte de compression, si vous voulez, des trois révolutions industrielles en quelques dizaines d'années. Et c'est cela qui est difficile à gérer pour les Chinois. Révolution industrielle qui a évidemment des conséquences également sur le plan social, je les ai évoquées. Donc je crois qu'il faut prévoir, et pourtant je vous ai dit que je ne suis pas futurologue, mais certainement dans les dizaines d'années qui viennent, des mouvements sociaux très importants en Chine. Ce n'était pas mon sujet, donc je n'ai pas évoqué le rôle des syndicats, mais vous devez vous dire qu'il y a des centaines, des milliers de grèves chaque année en Chine pour l'instant. On en parle peu, mais il faut le savoir. On en parle peu, pourquoi? Parce que simplement les réseaux sociaux ne fonctionnent pas en Chine comme chez nous. Les Chinois n'ont pas accès à Internet. Oui, il y a un intranet local pour la Chine, si vous voulez, à l'échelle de ce qui est presque un continent. Mais donc, les informations ne circulent pas. Mais je prévois certainement pour la Chine des mouvements politiques et sociaux très importants. Il y a eu une classe moyenne qui est apparue. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a encore des gens très pauvres, il y a encore des ouvriers qui travaillent dans des conditions extrêmement difficiles, dans les mines de charbon par exemple. Et donc vous avez une sorte de télescopage de l'histoire où des choses qui se sont étalées dans nos régions sur 2 siècles sont en train de se produire simultanément donc, en Chine. Et donc c'est un phénomène assez inédit. Donc on ne connaît pas la fin de l'histoire, mais je crois que certainement il va y avoir des mouvements sociaux importants sur le plan politique aussi. Le jour où il y aura le multipartisme en Chine, parce qu'il n'y a pas de raison que les Chinois n'acceptent pas un jour au multipartisme, vous pensez tout ce qui va se passer. Qui vous dit, et ça c'est ce que moi je prévois, je ne suis pas prophète, mais je le prévois quand même, quand la Chine va éclater, je suis certain que la Chine connaîtra sous une forme ou sous une autre une guerre de sécession. Aux États-Unis au XIXe siècle, pendant la révolution industrielle, souvenez-vous, entre 1860 et 1864-65, il y a eu la guerre de sécession entre le nord industriel et le sud qui était agricole. Le nord, il fonctionnait avec une main-d'œuvre d'ouvriers, alors que le sud fonctionnait avec une main-d'œuvre d'esclaves. En Chine, vous avez des régions qui sont tout à fait différentes les unes des autres, des régions industrielles où il y a une industrie de pointe qui se développe, et d'autre part, je vous l'ai dit tout à l'heure, des régions rurales. Donc il ne faudrait pas imaginer qu'un jour il n'y ait pas de sécession peut-être de ces États, qui sont des provinces à l'heure actuelle, qui se trouvent sur la côte sud-est de la Chine, pour ne pas avoir supporté les provinces pauvres. Vous voyez ce qui se passe en Belgique, déjà entre la Flandre et la Wallonie. Vous y pensez bien que ça risque de se passer. Moi, je suis convaincu que ça se passera un jour en Chine. C'est pas possible d'avoir un État unitaire comme ça d'1,4 milliard de personnes. C'est un État unitaire. Dans le meilleur des cas, il passe au fédéralisme. Ce qui n'est pas le cas pour l'instant. C'est un État unitaire. Ceci dit, moi je prévois aussi, tout en n'étant pas prophète, qu'un jour il y aura aussi des sécessions aux États-Unis. Moi je crois que
États comme la Californie vont faire sécession un jour. Il y a des régions très riches aux États-Unis et des régions qui vivent, où il y a beaucoup de difficultés dans le centre des États-Unis, par exemple. Donc, l'histoire s'écrit tous les jours. Et je ne dis pas que l'histoire est là pour nous donner des leçons, certainement pas, mais l'histoire peut nous donner, l'étude du passé peut nous donner des pistes sur des scénarios possibles, hein. Rien n'est écrit à l'avance, des tas d'événements peuvent surgir de part et d'autre, on ne sait pas ce qui peut se passer, mais il y a des scénarios possibles. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Hein. Voilà. Je voudrais maintenant vous montrer quelques livres pour terminer. Alors, un grand classique, celui du meilleur sinologue chinois, français plutôt, du XXe siècle, Jacques Gernet, Le monde chinois, chez Armand Collin. C'est une histoire générale de toute la Chine, donc qui s'arrête évidemment juste avant la période dont je vous ai parlé, mais qui est un ouvrage évidemment qui permet de replacer cette période dans un contexte et dans un destin beaucoup plus général. Alors, de Michel Cartier, c'est un ouvrage qui a été publié au mois de juin de cette année-ci, 2015, c'est un grand sinologue aussi en France, La Chine et l'Occident, 5 siècles d'histoire. Le dernier chapitre est très éloquent et très intéressant pour mon propos. Ce dernier chapitre s'intitule « Le développement chinois est-il durable ?» et là vous avez des tas de parties qui sont intéressantes, la transition démographique et ses effets sur le développement, la transition démographique en Chine populaire, l'évolution de l'emploi, la baisse des revenus agricoles, l'émigration interne, etc. Donc vous voyez, c'est un ouvrage à lire. Alors de Jean-Luc Domenac et Philippe Richer, La Chine, ici j'ai apporté le tome 2, qui va de 1971 à nos jours, entendre bien, à nos jours, ça s'arrête aux années en 1995, aux éditions du Seuil dans la collection Point. Alors, dans cette excellente collection, documentation photographique, numéro 8064 de juillet-août 2008, un numéro spécial, le défi chinois. Alors, si je vous conseille cette revue, c'est parce que vous êtes de futurs enseignants, hein, qui allez enseigner l'histoire, la géographie, les sciences sociales, et dans cette revue, vous avez vraiment des numéros qui sont tout à fait en adéquation avec ce que vous devez enseigner. Ici, je reprends quelques articles qui sont repris. La Chine dans la mondialisation, la Chine en Afrique, Chine-Japon, le match de l'Asie orientale, commerce et enjeux du marché chinois, Shenzhen, une ville du delta de la rivière des Perles, le projet de développement de l'Ouest chinois, la mue du Parti communiste chinois, etc., etc., emploi et chômage. Donc vous voyez que tous ces articles m'ont bien servi pour la préparation de ce cours. Alors, de Zhang Lun, La vie intellectuelle en Chine depuis la mort de Mao, chez Fayard, et de Shen Yan, L'éveil de la Chine, chez l'Aube. Alors vous allez me dire, mais pourquoi je vous montre des ouvrages qui concernent l'histoire intellectuelle? Ben oui, parce que l'histoire des réformes en Chine, cette histoire a été préparée aussi par des groupes d'intellectuels, des universitaires, des écrivains qui se sont posés beaucoup de questions et qui ont essayé de concilier la tradition intellectuelle chinoise, les réformes qui ont pu être faites dans le courant de ces 2 derniers siècles, 19e et 20e siècle, et voir dans quelle mesure elles étaient applicables dans la société chinoise. Donc en fait, ces ouvrages sont tout à fait pertinents. Alors des ouvrages plus généraux maintenant, de Claude Jessua, Le capitalisme, en que sais-je. Alors, 2 ouvrages qui concernent l'Occident, mais qui valent vraiment la peine d'être lus, pour voir un petit peu quelle place, dans le cadre d'une histoire comparative, la Chine occupe par rapport à l'économie occidentale. C'est de l'économiste, le grand économiste Rostov,
Comment tout a commencé? Les origines de l'économie moderne, en fait, c'est l'histoire de la révolution industrielle. En Occident, il développe une thèse intéressante. Ce qui est dommage, c'est que le capital en tant que facteur majeur de la révolution industrielle n'est pas présent. Il y a un autre ouvrage que j'aurais pu apporter de lui, ça me vient à l'esprit maintenant, j'aurais dû le prendre dans la bibliothèque ce matin, c'est les 5 étapes de la croissance économique paru au point. Un ouvrage qui vaut vraiment la peine aussi. Alors, enfin, dernier ouvrage de François Caron, qui est un historien, les 2 révolutions industrielles du XXe siècle, chez Albin Michel. Ça concerne donc la 2e et la 3e révolution industrielle. La 2e révolution industrielle, je vous le rappelle, elle commence en 1880 et se termine donc à la Seconde Guerre mondiale. La 3e révolution industrielle, c'est celle qui commence après la 2e Guerre mondiale et qui concerne donc la révolution électronique. J'ai dit.